Salut à toutes et à tous, merci de regarder ce nouvel épisode de L'Œil de Moumou, la chronique média de Mourad Guichard, diffusée sur la chaîne YouTube du Média, sur notre site lemediatv.fr, sur le canal 165 de la Freebox et aussi sur Molotov. Salut Mourad. Bonjour à toutes et à tous, bonjour à toi Théo. Alors c'est l'heure du préambule, ou des préambules, ça dépend de toi. Oui, des préambules, voilà, je vais essayer de me raisonner là-dessus, mais enfin c'est important quand même, parce que c'est des choses qui n'ont pas leur place dans les tops ni les flops, il faut bien que quand même je vous en fasse part. Et là, circule donc une chaîne qui s'appelle Qualita ou Qualita, je ne sais pas trop comment le prononcer, et on y voit le responsable d'Elnet, on a parlé plusieurs fois ici d'Elnet, hein, ce fameux groupe d'influence, ce lobby, alors non pas pro-israélien en tant que tel, puisque le pays peut se promouvoir, mais vraiment qui fait la promotion de l'extrême droite israélienne, et en l'occurrence de Netanyahou, donc qui est, je rappelle, criminel de guerre, et de l'armée israélienne génocidaire. Et là, on va apprendre quels sont réellement les ennemis d'Israël et surtout des Juifs, évidemment, qui sont les réels antisémites. Je vous laisse écouter, on en reparle juste après. De voir que cette détestation d'Israël soit aussi importante. Eh bien non, nous ne pouvons pas être étonnés. Et la particularité de cette détestation, c'est qu'elle est principalement promue par qui? Eh bien, en Europe et dans le monde, par l'extrême gauche et l'idéologie wokiste, et par les islamistes qui utilisent la cause palestinienne comme un cheval de Troie, je l'ai déjà dit plusieurs fois, et qui, évidemment, ont pour objectif de détruire Israël, d'anéantir l'État-nation du peuple juif, et le problème est là. Et c'est la raison pour laquelle il est impossible de nommer ce mal aujourd'hui dans la société, parce que pour, disons, le mainstream d'une certaine élite intellectuelle et politique, eh bien la cause palestinienne est la mère de toutes les causes et que, ce faisant, on ne peut pas la dénoncer. Or, tout est là. La haine des Juifs aujourd'hui s'exprime massivement en Europe par les Arabes, les musulmans, les islamistes, les wokistes qui veulent détruire Israël et qui, ce faisant, ne veulent pas détruire Israël, veulent détruire toutes les sociétés démocratiques, modernes. En fait, c'est une attaque en règle contre notre civilisation. Et c'est ça qu'il est capable de dire. Parce que lorsqu'on a dit les choses de cette manière-là, Daniel, on pose ce que l'on appelle en médecine un diagnostic. Et à partir du diagnostic, eh bien, vous êtes capable d'identifier le mal et de le combattre. Donc, les Arabes, les musulmans ont la haine d'Israël. C'est clair, net et précis. Pas des Arabes, des musulmans, c'est les Arabes. C'est une essentialisation. Ah, complètement. Donc, et donc, c'est complètement délirant. C'est du racisme pur et dur. Va-t-il y avoir des poursuites? J'attends avec impatience de savoir si ça peut rester impuni. Sachant que Elnet, ce n'est pas non plus un groupe informel, c'est un lobby qui a pignon sur rue dans nos institutions, qui est en dialogue avec les députés, qui invite même certains élus à des visites un peu promotionnelles en Israël. C'est des dizaines, des centaines d'élus qui sont invités, qui sont rincés. Et j'avais posé la question il y a quelques semaines, je crois, de savoir est-ce que la déontologue de l'Assemblée nationale allait réagir, parce qu'ils se font vraiment soudoyer. Ils sont logés, nourris, blanchis, ils participent à des réunions de propagande sans que ça n'émeuve a priori le pouvoir, alors que je pense quand même qu'il y a des raisons de s'inquiéter. L'autre préambule va aller à cette fameuse sous-rubrique de la sous-rubrique le préambule, qui est l'histoire nous donne raison. Alors là, l'histoire nous donne hélas raison. Le Lancet, donc la fameuse revue scientifique qui fait référence, qui fait foi, qui est vraiment quelque chose de très sérieux, va enquêter pendant plusieurs mois sur le nombre de morts palestiniens dans la bande de Gaza notamment, et qui va expliquer que, y compris les chiffres du Hamas sont sous-évalués. C'est-à-dire que c'est, je crois, plus de 40%, je crois que c'est 43% de morts supplémentaires par rapport aux évaluations, y compris du Hamas. Et donc, je fais un petit coucou à Caroline Fourestre et je lui fais un bye-bye. Je vous laisse regarder ce montage de Caisse de grève qui rappelle les faits. Combien de personnes ont perdu la vie dans la bande de Gaza depuis le mois d'octobre 2023 et la campagne militaire lancée par Israël contre le Hamas? Jusqu'à présent, le seul chiffre connu
était celui avancé par le ministère de la Santé du Hamas, avec près de 38 000 morts. Nous avons une guerre à huis clos qui va se dérouler sans beaucoup de témoins. Donc il n'y a pas beaucoup de journalistes sur place pour vérifier, ce qui fait que l'on dépend en effet d'une source unique qui est une source terroriste, habituée à mentir. Mais je veux dire, les mensonges et le Hamas, c'est même pas... Un bilan souvent critiqué par Israël, mais qui serait pourtant sous-estimé. C'est en tout cas ce qu'affirme une étude publiée par la prestigieuse revue médicale britannique The Lancet. Nous avons estimé à 64 260 le nombre de décès dus à des blessures traumatiques, ce qui suggère que le ministère de la Santé palestinien a sous-déclaré la mortalité de 41%. Les responsabilités journalistiques dans ce moment-là sont immenses. C'est-à-dire que quand on a une source unique terroriste, il faut le préciser. Selon l'Organisation des Nations Unies, près de 10 000 habitants pourraient encore être enterrés sous les décombres dans la bande de Gaza. Il faut savoir qu'il faut diviser les chiffres, si ce n'est par 5, au moins par 10. Qui n'inclut pas les personnes disparues ou mortes par manque de soins, de nourriture ou d'eau potable. Dernière chose par rapport à ce préambule, contenu dans ce préambule, c'est je voudrais adresser, alors je pense que je peux joindre évidemment le Média TV, notre solidarité totale et absolue avec notre consoeur du monde, Ivan Trippenbach, qui en fait a fait un simple reportage sur les obsèques d'une personnalité politique nationale, à savoir Jean-Marie Le Pen, qui l'a fait avec un respect des règles déontologiques et éthiques et qui s'est retrouvé complètement alpagué par toute l'extrême droite et y compris par des médias d'extrême droite, je pense notamment à Frontières, on en a parlé il y a quelque temps, avec l'un de ces journalistes qui a lancé, on va prendre un terme de Sophia Aram, une fatwa contre elle, et notamment ce qui a été repris par un député complètement sulfureux qui s'appelle Allégret Pitot et qui va, vous allez le voir, demander tout simplement à la harceler en masse. Et j'espère peut-être que, donc il dit, soutien à Jan Trippenbach, je plaisante, lâchez-vous. Et il met entre parenthèses, qui vit par l'épée périra par l'épée. C'est-à-dire qu'il appelle clairement à aller en meute, voire même physiquement peut-être, s'attaquer à cette consoeur qui n'a fait que son travail. J'espère éventuellement, même si j'y crois pas trop, que Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, va prendre des sanctions et que le bureau de l'Assemblée nationale va aussi prendre des sanctions à la mesure, à la hauteur de ce qu'il a fait. Il n'a pas simplement brandi un drapeau palestinien, il n'a pas simplement mis un pied sur un ballon, il a été beaucoup plus loin en toute impunité. Il en rigole encore à l'heure à laquelle on parle, il en rigole encore sur les réseaux sociaux. Et c'est parti pour les tops, Mourad. Oui, alors, c'est une fois n'est pas coutume, quand même. Je vais décerner un top à Bruno Gollnisch. Oups. On est sur le Média TV, la diversité de pensée, diversité de points de vue. Oui, mais quand même. Allez, il faut se préparer pour la TNT. Bruno Gollnisch, donc le classique du FN, devenu RN, qui a fait preuve d'une certaine clairvoyance vis-à-vis de Julien Drey. Julien Drey, on en a parlé ici à plusieurs reprises, qui apparaît, qui a maintenant barre ouvert sur les chaînes d'extrême droite, notamment et les chaînes Mille Collines, qu'on appelle Mille Collines, notamment CNews. Et il va avoir une clairvoyance sur sa trajectoire politique. Donc, c'est l'un des anciens patrons de SOS Racisme, un ancien classique du PS. Et regardez, le parallèle qu'il va faire, c'est absolument magique. Quand même le fait que tous les jours, malheureusement, je dirais, se produit, et CNews s'en fait l'écho, tel ou tel événement qui implicitement donne raison à Jean-Marie Le Pen. Moi, quand j'écoute, par exemple, Julien Drey, ancien ministre socialiste, fondateur de SOS Racisme, etc., sur les antennes, je me dis, mais pas toujours, bien sûr, mais parfois, je me dis, mais il parle comme Jean-Marie Le Pen. Bah ouais, mon Juju, t'as réussi ton taf, c'est-à-dire que t'es reconnu maintenant par le Front National et le Rassemblement National comme étant l'un des tiens et que tu portes. Vraiment, et c'est beau parce que, comme il y a eu le décès récemment de Jean-Marie Le Pen, tu portes la voix et la parole et l'idéologie de Jean-Marie Le Pen de manière assez brillante, à tel point que tu es reconnu par quelqu'un comme Bruno Gollnisch, dont on ne peut pas soupçonner l'espèce de timidité vis-à-vis de la gauche islamo-gauchiste. Pour un ancien président de SOS Racisme, c'est un parcours de carrière assez sinusoïdal, on va dire. C'est ça, on peut le dire comme ça.
On poursuit donc avec BFM TV, à qui tu donnes également un top. Ouais, bah après Gollnisch, il fallait que je trouve quand même quelque chose de comparable. Donc BFM TV, alors, ils ont mobilisé du matériel, ils ont fait un direct, et ils ont fait le job, quoi. Ils ont fait le job pour nous informer sur les travaux. Donc je rappelle évidemment que Bayrou a conservé son poste de maire à Pau. Donc j'aimerais bien voir son bilan carbone d'ailleurs, parce que faire l'aller-retour en avion de Paris à Pau de manière aussi récurrente, ça doit être un petit peu compliqué. Mais il a conservé son poste et donc il a tenu à participer à la cérémonie des vœux à Pau, donc, et donc de quitter Paris. Et là, BFM va mobiliser toute une équipe pour venir nous informer sur les travaux votés en conseil municipal de Pau. Je trouve que c'est courageux de leur part parce que l'information n'a pas de prix. C'est un combat. C'est un sport de combat. On en reparlera d'ailleurs prochainement, hein, comme disait Bourdieu. C'est courageux. Là, c'est pas un top paradoxal, c'est un top ironique. Ouais, on peut le mettre en paradoxal, si tu as raison. Mais en tout cas... Il y a du mauvais esprit dans ça, Mourad. On peut m'accuser de tout ce qu'on veut, pas de ça. Pas de mauvais esprit, jamais, jamais, jamais. Je respecte trop nos internautes et nos téléspectateurs pour ça. Et là, c'est à la fois courageux et passionnant. Je vous laisse écouter. On apprend tellement de choses sur la politique internationale et sur la géopolitique. Je vous laisse écouter. Le projet de l'îlot Gaston-Bonheur à Loos-des-Bois, le réaménagement de la place Kennedy qui a été lancé avec les habitants, la réhabilitation de la halle Cernam, du grand bâtiment qui est une cathédrale de béton absolument sublime, pas stupide, sublime, et le lancement du nouveau quartier de Rive-du-Gave. Et comme vous le savez, nous avons relevé un défi qui est qui aurait été considéré ailleurs comme déraisonnable, c'est les galeries. Et j'espère que d'ici très peu de jours ou de semaines, nous aurons de bonnes nouvelles pour les galeries. Alors après Bruno Gollnisch, BFM TV, voici que tu apposes une médaille autour du cou de Nathalie Saint-Cric. Ouais, t'es à deux doigts de me dire que c'est aussi paradoxal, mais là, c'est pas vraiment paradoxal. C'est-à-dire que ces éditocrates dont je parle assez régulièrement, en fait, ils parlent très régulièrement de choses qu'ils ne connaissent pas. Ce sont des tautologues. Ils ne sont jamais sur le terrain. Ils sont plutôt dans les salons, dans les restos, avec des personnalités politiques. Ils ne connaissent pas la vie des Français et ainsi de suite. Et là, elle va carrément avouer, Nathalie Saint-Cric, qu'elle parle de choses dont elle n'a aucune connaissance. Nous sommes toujours sur Jean-Marie Le Pen. Et c'est marrant que cette petite phrase, je pense qu'elle n'a pas mesuré la portée de cette petite phrase où elle va affirmer quelque chose et ensuite dire qu'elle ne sait pas parce qu'elle n'y était pas. C'est quelque chose qui peut continuer à nuire parce que tout le sujet, c'est de savoir si, à terme, ces idées ont gagné, même si lui était quelqu'un qui était un provocateur. Provocateur, ça a l'air gentil, qui était à la fois dans la provocation, il n'avait aucune envie d'exercer le pouvoir, donc il se permettait un certain nombre de choses. Et puis, il était comme ça, même en privé. Ce qui le faisait rire, c'était des blagues racistes. Ce qui le faisait rire, c'était des blagues misogynes. C'est un mélange des deux. C'est un peu une espèce de gros rire gras. Non pas que je l'ai fréquenté spécialement en privé, mais c'était l'obsession de la guerre de 40, l'obsession de la guerre d'Algérie. C'était en fait une espèce de mélange de références historiques provocantes, donc antisémite, oui, raciste sans aucun doute. À partir de là, c'est effectivement, quand vous avez cité le surnom le diable de la République, je pense qu'il y avait un malin plaisir à en rajouter. Il en jouait. Mais oui, c'était sa marque de fabrique, et puis il faisait du bruit, et puis on parlait de lui, et puis voilà. C'est-à-dire qu'il n'en ratait pas une, en gros. Autrement, il n'y aurait pas eu autant de phrases de cette nature. Alors cela dit, j'ai relu hier qu'en sortant de cette émission, où il parle du détail, il dit « J'ai probablement fait la plus grosse connerie de mon existence ». La même Nathalie Saint-Cric qui va défendre de manière chaleureuse, plus que chaleureuse, Emmanuel Valls en disant que c'est un homme de gauche, défenseur des valeurs de la République. Elle va lui trouver toutes les qualités du monde. Ça rejoint ce qu'on se disait la semaine dernière, à savoir qu'il y a un service après-vente de la défense d'Emmanuel Valls. Et là, elle va le faire de manière, je trouve, complètement ridicule, puisque dire que Manuel Valls, le proche de l'extrême droite espagnole, de
l'extrême droite israélienne est un homme de gauche, l'homme de la déchéance de nationalité est un homme de gauche et qui défend les valeurs de la République alors qu'il fracture littéralement la République française. Il crée des sous-catégories de citoyens. Et je rappelle que c'est lui qui avait dit notamment qu'il faudra que Eddwy Plenel, donc le fondateur de Mediapart, rende gorge Eddwy Plenel. Mediapart, c'est extraordinaire. Donc en plus, son rapport aux médias, à la liberté de la presse est assez remarquable. Eh bien, voilà comment elle va le présenter. Il incarne tout ce que l'extrême gauche et la gauche extrême gauchisée détestent. Il est laïcard, ils disent. C'est-à-dire, c'est péjoratif, laïcard, ça veut dire obsédé par ça. J'ai même entendu parler d'intégrisme laïque. Il défend Israël, il a défendu la communauté juive, il a eu du courage. Et on termine ces tops par Karim Maloum. Oui, alors on l'avait présenté ici. Là, il fait le job. C'est un chroniqueur, donc je pense que c'est un essayiste. C'est comme ça que sont présentés les gens qui n'ont absolument aucun CV. Et là, on va avoir des nouvelles de lui sur le plateau de CNews. Il va faire le job. Alors, peut-être c'est l'esprit des fêtes de fin d'année. On a peut-être un peu trop festoyé, un peu trop picolé. Et là, il va nous faire une espèce de sublime imitation de Chalgoumi ou de Malik Bentala. Vous vous rappelez qu'il avait fait le fameux sketch Malik Bentala imitant Chalgoumi. Absolument, imitant Chalgoumi dans un pastiche, une espèce de moquerie évidemment de CNews et de l'heure des pros. Et regardez-le, à la fin, il termine par un petit sourire tellement il est certain d'avoir réalisé un sketch et pas du tout une intervention spontanée, avec en plus un phrasé complètement débile. Les Algériens, ils vivent dans des conditions difficiles, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de boulot, ils vivent des conditions difficiles, donc ils espèrent y aller en Europe particulièrement, et venir en France à cause de l'histoire. C'est le rêve européen. Le rêve européen, tout simplement. Mais tout simplement, quand la question d'immigration, c'est important. Tous ces gens-là qui arrivent, il faut un certain moment qu'on dise les choses. Il y a des gens qui arrivent, effectivement, ils nous aiment, ils nous adorent, ils aiment la France, ils aiment la langue française, mais une bonne partie, ils nous détestent aussi. Ils détestent nos libertés, ils détestent notre démocratie, ils détestent nos femmes, ils détestent nos valeurs. Ils veulent venir. Et ils veulent venir en France. Tout le problème est là, ils n'ont pas à venir. Ils n'ont pas à venir. Il faut le dire. Mais pourquoi ils veulent venir? Pourquoi ils veulent venir s'ils nous détestent? C'est là où on a du mal à... Et on passe au flop. Oui, alors, il y a eu pas mal de tops. J'essaie de mettre un maximum de tops. C'est pour ça qu'il y a des tops paradoxaux. Parce qu'il y a finalement très peu de raisons de se réjouir sur le PAF, le paysage audiovisuel français. Et là, c'est Pascal Boniface qui va se retrouver au milieu d'un flop. Alors, c'est pas lui, évidemment. Mais il va se retrouver avec une espèce de consécration, une double consécration, puisque Philippe Val, l'ancien patron de Charlie Hebdo, et Fredo Lamaleste, Frédéric Aziza, vont l'accuser, tenez-vous bien, d'avoir quasiment armé les frères Kouachi, donc ceux qui sont responsables des attentats à Charlie Hebdo en 2015. Ils vont l'accuser d'avoir été celui qui aura préparé le terrain 3 ans auparavant. Je vous laisse écouter la réaction et les explications de Pascal Boniface sur ses comptes sociaux. Revenons-en à ses déclarations hier au micro de Frédéric Aziza. Tout simplement, comme il le fait régulièrement, Philippe Val me met en cause dans les attentats de 2015 parce que j'avais fait un papier critique sur Charlie Hebdo en 2012. C'est quand même dire que j'inspire les attentats terroristes pour un papier critique. Mais en fait, ce que cela veut dire surtout, c'est que dans l'esprit de Philippe Val, on n'a pas le droit de critiquer Charlie Hebdo. Et c'est le grand paradoxe. C'est-à-dire que ces gens disent « je suis Charlie », et donc c'est la liberté, mais pas pour ceux qui ne sont pas d'accord avec eux, uniquement pour ceux qui les soutiennent sans aucune contradiction. Alors on continue avec CNews. Oui, alors c'est notre star, l'une de nos stars, Rachel Kahn, qui ouvre enfin les yeux. Alors ça se passe évidemment sur CNews, puisqu'elle aime bien cette télé. Alors c'est pareil, pardon, je fais une petite parenthèse, un petit aparté. C'était Émeric Caron qui avait été flingué parce qu'il avait parlé de CNews en tant que télé mille collines à propos de Rachel Kahn. En fait, pas du tout, ça n'a rien à voir avec son origine présumée à Rachel Kahn. Télé mille collines, c'est une expression qui signifie une télé qui appelle à la haine et qui appelle au racisme. Voilà. Donc c'est le parallèle avec la radio-télévision Mille Collines, tristement célèbre au Rwanda. Du Rwanda, évidemment, mais ça n'a rien à voir avec la personne et l'origine de la personne, donc c'est complètement débile. Je ferme la parenthèse. Donc oui, elle est sur Télé Mille Collines et elle va ouvrir les yeux,
enfin, et elle va dénoncer ses propres éléments de langage, mais avec la vision qu'elle a du gauchisme, de l'islamo-gauchisme et compagnie. Mais écoutez bien ce qu'elle va dire, c'est exactement ce qu'on lui reproche, preuve à l'appui, depuis des mois. Ce qui est détestable et ce qui est... je ne sais même pas comment le qualifier, c'est la faiblesse intellectuelle. C'est-à-dire qu'ils sont tellement, comme disent les jeunes, matrixés par l'idéologie victimaire islamiste qu'ils ne rebondissent que sur 3 mots: extrême droite, facho, génocide, colonisation. Voilà, c'est le truc. Et donc, dans chaque tweet, si vous n'avez pas le mot extrême droite, colonisation, ça veut dire que vous n'êtes pas dans la ligne. Et c'est-à-dire l'appauvrissement intellectuel. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et ça veut dire que là, on est dans ce que Kundera appelait le kitsch. Quand Mathilde Panot s'exprime, là, dans l'extrait que vous avez montré tout à l'heure, le kitschissime, la jeunesse emmerde le Front National. C'est quelque chose qu'on n'a pas entendu depuis 40 ans. C'est-à-dire qu'on a des enjeux aujourd'hui, en 2025, avec la guerre à peu près sur tous les continents, des enjeux climatiques, des enjeux de défense, des enjeux sécuritaires, des enjeux de civilisation, justement. Et là, on nous ramène 50 ans, 40 ans en arrière. Mais c'est d'une irresponsabilité totale. Sur ces images instructives, on va dire, on va passer au microscope. Cette semaine, dans la rubrique Au microscope, nous avons invité Stéphane, dont le pseudo est assez créatif, on va dire, le fou allié, mais allié avec A, 2 L, I, E, accent aigu. Bon, bref, vous avez compris le jeu de mots. Le fou allié, qui est un vidéaste, un youtubeur, qui fait entre autres des zappings et s'est fait censurer de manière assez particulière après des contenus. C'est quasiment une enquête vidéo mettant en lumière des comportements problématiques de l'animateur Arthur. Stéphane, est-ce que j'ai bien résumé ? C'est parfait, c'est exactement ça. Merci Théophile, merci Mourad pour votre invitation. Voilà, je suis ravi, ça fait très longtemps que je regarde le Média TV et me voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Arthur ? Pourquoi te poursuit-il de sa vindicte en instrumentalisant les outils de modération et des outils algorithmiques de YouTube ? Je fais la genèse. En quelques mots, il y a une influenceuse sur Instagram qui a regardé un petit peu par hasard quelques émissions d'Apprendre ou à laisser. Donc c'est une émission qui a été diffusée pour la première fois entre 2004 et 2006. Et elle a récupéré quelques extraits qu'elle a montés. Une émission animée par Arthur. Une émission animée par Arthur au départ, absolument. Et elle a partagé ces extraits sur les réseaux sociaux. Ces extraits ont été ensuite repris par quelques-uns de vos confrères, en particulier les comptes de news comme Serfia. Et ces comptes-là ont été suspendus pour utilisation d'images qu'Arthur avait réclamées comme étant sa propriété. Et ensuite, j'ai 2 camarades avec qui je travaille sur les réseaux sociaux qui s'appellent Paduring et Dr Zoé, qui ont fait une vidéo pour réagir un petit peu justement à ces extraits. Et cette vidéo a été censurée, c'est-à-dire qu'elle a été déplatformée par YouTube. Et c'est là que je me suis dit, il y a peut-être un sujet en fait. Et donc, j'ai vu qu'il y avait une chaîne YouTube qui avait partagé quand même plus de 350 émissions. J'ai décidé d'en regarder 1 ou 2 pour me faire mon opinion. Et j'ai vu effectivement beaucoup de choses assez discutables dans ces émissions. Et à force de visionnage, je me suis dit qu'effectivement, il y avait un sujet derrière et que ça pouvait valoir la peine de prendre du temps, de regarder quelques émissions. Donc j'en ai regardé 103 pour préparer ce petit reportage sur Arthur. Et donc, pour répondre à ta question, cette vidéo est restée en ligne pendant 4 jours et demi. Elle a été ensuite déplatformée par YouTube. Censurée. Voilà, on peut dire censurée, je pense. Je ne peux pas affirmer à 100% que c'est la maison de production de l'époque Endemol qui a envoyé cette réclamation, mais sur les captures d'écran que j'ai envoyées à Mourad, il est quand même précisé effectivement que je ne peux pas utiliser ces images puisqu'elles appartiennent à la société Endemol. Et donc voilà, cette vidéo malheureusement est déplatformée. Elle avait été vue 45 000 fois et elle continuait du coup son petit bonhomme de chemin. Et je trouve ça assez dommage parce que j'essayais dans cette vidéo de produire un discours qui n'était pas du tout un discours ad personam. Ce qui m'intéresse sur la chaîne Le Fou Allié, ce n'est pas tant le fait divers autour des questions du sexisme, puisque je parle surtout de questions de sexisme et de progressisme, c'est de parler des systèmes de domination, des rapports de pouvoir. Et je trouve qu'il y avait beaucoup de choses à dire sur la télévision entre 2004 et 2006,
Pour les personnes qui seraient un petit peu plus jeunes que moi, en 2004 et 2006, Internet n'est pas du tout dans nos maisons. La télévision est totalement hégémonique. C'est une émission qui fait 6 millions de téléspectateurs tous les soirs. Et donc, ce qui se passe à la télévision à ce moment-là raconte aussi quelque chose de notre époque. Et c'est ça que j'ai essayé de raconter. J'ai essayé de raconter comment, sur un plateau télévisé, on pouvait être amené à accepter, quand on était un candidat ou une candidate, des choses qu'on n'accepterait pas dans la vie de tous les jours. Je vais vous donner un exemple. Je ne toucherai pas les fesses d'un animateur dans la rue, bien évidemment. Mais peut-être qu'il y a un contexte, une circonstance sur un plateau de télévision dans lequel je vais participer de façon plus ou moins consentie, où on m'explique que l'ambiance est plutôt détendue, que les allusions sexuelles sont répétées. Peut-être que dans ces circonstances-là, je peux être amené à faire ce geste. Et c'est ça que j'ai essayé de discuter dans cette vidéo. Ce n'était pas du tout pour pointer du doigt Arthur. En ce qui concerne malheureusement l'actualité autour des faits d'agression sexuelle, etc., il y a beaucoup de choses à dire. Pour moi, Arthur n'était pas du tout dans mon viseur pour ces raisons-là. Je n'accuse absolument pas Arthur de quoi que ce soit d'agression sexuelle. Quelque chose de systémique. Exactement. Je voulais raconter les rapports de pouvoir que la télévision pouvait induire, qui sont différents de ceux que je raconte dans d'autres circonstances. Oui. Et ça, il ne supporte pas. Alors, Mourad, quelque chose. Enfin, il y a beaucoup de choses qui t'ont marqué, qui t'ont interpellé. C'est pour cela que tu as voulu qu'on invite Stéphane. Oui, bien sûr. Alors, je précise. Bonsoir et merci d'avoir répondu, Stéphane, à notre invitation. D'abord, on ne se connaît pas. Je le précise. Hein, c'est vraiment par les réseaux sociaux. Il y a quelques jours que je t'ai contacté parce que je trouvais que cette histoire était symptomatique d'une époque, parce que tu parles effectivement des années 2000, enfin du début des années 2000, et que on a tourné une page avec notamment le MeToo, avec les VSS, les violences sexistes et sexuelles, qui sont un véritable combat, et que aujourd'hui peut-être des gens qui ont pratiqué ce genre de choses le regrettent aujourd'hui et n'ont pas envie de voir leur image détériorée. Et alors je rappelle quand même, puisque tu as parlé d'Endemol tout à l'heure, je rappelle le lien entre, je te laisse rappeler le lien entre Arthur et Endemol, parce que c'est quand même important. C'était la société de production d'Arthur, donc aujourd'hui il y a d'autres sociétés de production. Je ne sais pas si Endemol existe encore ou si elle produit encore des émissions, mais oui, à l'époque... Endemol existe encore, bon, mais c'est toujours... C'est un peu comme dans la production audiovisuelle, c'est un peu comme dans la musique, c'est-à-dire il y a comme des majors, des grosses fêtières, et puis il y a des petites boîtes de prod, et les grosses boîtes ont des parts dans les petites. C'est assez compliqué, tout cet environnement, mais bon, oui, il y a toujours dans les phénomènes, des mécanismes de rachat et de revente, en tout cas Endemol. En tout cas d'influence de la part d'Arthur sur Endemol. Et là, tu as reçu une alerte disant que, effectivement, je confirme, que c'est bien la propriété d'Endemol, ces fameuses images, alors que ces images quand même ont été diffusées de manière gratuite. Il ne faut pas payer pour les regarder. À l'époque, en 2004-2006, il ne fallait pas payer pour regarder cette émission, émission d'une légèreté foudroyante, hein, quand même, hein, je précise, où effectivement il s'est passé des choses assez extraordinaires. Tu n'es pas quelqu'un des médias. Tu n'es pas, des médias, tu n'es pas un professionnel des médias, tu ne vis pas de ça. Qu'est-ce qui t'a motivé qu'est-ce qui t'a poussé à regarder? Alors, je crois que c'est 300 heures, hein, c'est ça? J'ai regardé 103 émissions pour le premier dossier. C'est ça. Alors, c'est quoi la motivation première? J'étais pas parti pour ça. Je travaille avec 2 chaînes YouTube, une chaîne qui s'appelle donc Le Foyer, comme vous l'avez décrite, qui est plutôt une chaîne entre guillemets de news, où je pars donc de faits divers pour essayer de comprendre comment on peut l'interpréter comme avant tout un fait social, surtout sur la question du sexisme. Et la chaîne des dossiers, c'est plutôt une chaîne sur laquelle je prends le temps de faire beaucoup de recherches bibliographiques et de les partager. Donc j'avais pas du tout prévu de sortir ça sur les dossiers, je pensais que j'allais simplement y réagir, mais en regardant un épisode que j'avais pris au hasard, j'ai vu tellement de choses aberrantes que, en fait, je me suis dit au tout début de ces vacances-là, ces vacances d'hiver, il y a quelque chose à faire. J'ai quelque chose à aller chercher, et c'est pour ça que j'ai multiplié finalement ces visionnages, parce que j'ai senti qu'il y avait un fil à tirer. Et ensuite, plus je regardais d'émissions, et plus je me disais que ce qui était à critiquer, c'était pas tant le comportement d'Arthur que l'émission en elle-même, ce qui était Apprendre ou à laisser. Apprendre ou à laisser, à mes yeux, c'est la mise en scène du côté honteux de la personne qui va au PMU, qui gagne pas beaucoup d'argent, qui sait qu'il dépense 10 à 15% de son SMIC parce qu'il a besoin d'argent pour sortir, de l'exploitation d'un travail qu'il abîme, etc. Et Apprendre ou à laisser, c'était ça. C'est-à-dire que c'était la première émission à la télévision française où on pouvait gagner autant d'argent, jusqu'à 1 million d'euros quand même, basé exclusivement sur le hasard, comme un jeu à gratter. Et d'ailleurs, il a existé un jeu à gratter, Apprendre ou à laisser. Et au fur et à mesure de mes visionnages, je me suis dit, mais ça, il faut que je le raconte.
c'est quand même étonnant que quand les candidats et les candidates se présentent en début d'émission, ce sont toujours des personnes qui sont au chômage ou qui touchent le SMIC. À l'époque, pour rappel, le SMIC était à peine au-dessus de 1 000 € ou qui vivent encore chez leurs parents à 26 ans ou qui déclarent vouloir s'acheter des lits. Ça dit aussi quelque chose que c'était très, très fréquemment pour les candidates des très jeunes femmes, très minces, qui correspondaient aux stéréotypes sexistes de la beauté, que dans le jeu, il y a un antagoniste, il y a un méchant dans le jeu, qui est le banquier, qui va proposer des propositions financières pour mettre à mal ces candidates. Et finalement, c'est tout ça qui m'a fait me dire, il y a quelque chose à raconter qui n'est pas juste, bon, Arthur a tripoté des candidates ou faisait des allusions sexuelles. En fait, il y a quelque chose qui relève plus que ce dont j'ai l'habitude de parler sur le faux allié. Ça relève plus que des simples rapports de domination entre les hommes, des hommes sur les femmes. Ça relève aussi d'une domination de classe, presque, d'une violence de classe. Et donc, voilà, en tirant un petit peu sur ce fil rouge, j'ai réalisé que j'avais beaucoup de choses à raconter, que j'allais avoir besoin de m'entourer de personnes. Il y a des intervenants sur la vidéo, un philosophe qui parle de la liberté, puisque je me suis demandé, est-ce qu'on est vraiment libre d'aller sur ce genre de plateau télé si jamais on touche le SMIC et qu'on nous dit mais il y a un moyen d'obtenir 1 million d'euros? Quelle est réellement la liberté qu'on a d'aller sur le plateau en acceptant ça? Est-ce qu'on est libre de s'opposer au comportement d'un animateur? J'avais besoin d'un sociologue aussi, d'une personne qui s'intéressait à la sociologie pour réfléchir à ce qu'était justement la violence de classe. Pour pouvoir porter un point de vue sur cette émission-là, j'avais aussi besoin qu'on rappelle un petit peu aux personnes qui regardaient l'émission ce que ça voulait dire qu'être prolétaire. Prolétaire, c'est pas simplement gagner peu d'argent, c'est aussi avoir une espérance de vie diminuée, c'est aussi vivre pour payer des dettes, etc. Et toutes ces choses racontent une histoire et est mise en scène dans cette émission et est rappelée. Quand à la fin du jeu, il reste 2 boîtes à ouvrir, une avec une grosse somme, une avec une petite somme, et que vous avez un animateur qui rappelle « Ah, il reste quand même 300 000 €. Alors le banquier peut vous racheter votre boîte 40 000 €, mais il reste 300 000 €. » Et que vous avez une candidate qui touche le SMIC qui refuse 40 000 €, et Arthur qui va dire vous avez perdu la notion de l'argent. Mais non, elle n'a pas perdu la notion de l'argent. Les pauvres gèrent mieux leur argent que n'importe qui au monde, au contraire. Oui, simplement, elle a soit la possibilité de remporter 4 000 € pour rembourser les dettes des travaux, ou peut-être changer de vie et échapper à l'exploitation. Et j'ai trouvé que ça, c'était passionnant à raconter, en fait. Alors juste une question, pardon, à ce stade de la réflexion. Est-ce que, honnêtement, alors je ne sais pas quel âge tu as. 38 ans. D'accord. Est-ce que en 2000, donc tu dis c'est 2004-2006, c'est ça? Est-ce que si tu avais vu, peut-être tu l'as vu, je ne sais pas, cette émission en direct à l'époque, est-ce que tu aurais réagi pareillement qu'aujourd'hui? C'est très intéressant ce que tu dis parce que du coup je suis obligé de répondre à une question qui n'est pas celle que tu m'as posée. Avec Arthur qui avait expliqué dans le Huffington Post que c'était une autre époque. Mais il existe un extrait que je t'enverrai d'ailleurs où Arthur dit « Ah, bah alors comme ça, en passant les mains sur une candidate, pas très loin de sa poitrine d'ailleurs dans cet extrait, alors comme ça, il y a beaucoup de personnes qui écrivent à des magazines pour dire que je tripote un peu trop les candidates. Et ben vous avez raison, continuez à écrire. » Donc, il y avait des réactions quand même à l'époque. L'excuse de « c'est une autre époque », on le voit avec les captures d'écran. C'était une autre époque peut-être, mais en 2004, les animateurs ne mordaient pas les candidates, comme on le voit sur la photo. Maintenant, l'autre chose pour répondre précisément à ta question, c'est ça qui est intéressant, c'est que MeToo a été un mouvement qu'on appelle la 4e vague du féminisme en Europe et aux États-Unis, un mouvement où l'écoute des hommes est devenue obligatoire. La parole des femmes était tellement puissante que là, on ne pouvait plus faire semblant de ne pas savoir. Les féministes et les femmes ont toujours dénoncé leurs conditions d'exploitation matérielle, depuis toujours. Mais là, avec les réseaux sociaux et avec leur courage, on n'avait plus le choix d'entendre. Et donc, c'est grâce effectivement à ça que j'ai aujourd'hui des grilles de lecture qui me permettent de mieux comprendre ce que je vois sur cet écran. En fait, à l'époque, il y avait déjà une gêne qui existait, il y avait déjà des récriminations et des revendications qui étaient faites, mais disons que la structuration politique et comment dire, la généralisation, la démocratisation du sens, enfin de la compréhension du sens, était peut-être plus faible. Exactement. Ces grilles de lecture, en tout cas, avaient moins de chances en 2004 d'arriver à des personnes comme moi qu'aujourd'hui. Et donc, à l'évidence, Morad, si j'avais regardé l'émission en 2004, je n'aurais pas réagi comme ça. Et probablement que ça m'aurait fait sourire. Il y a 2-3 extraits quand même qui m'auraient choqué. Embrassé par surprise d'une candidate, j'aurais jamais accepté ça. Mais les allusions sexuelles répétées, je ne me serais jamais dit que ça pourrait mettre mal à l'aise. D'autant qu'on voit que la majorité des candidates, je tiens à le préciser, ont l'air de jouer le jeu et n'ont pas l'air gênées. C'est une majorité qui n'a pas l'air gênée, à peu près 70%. Aujourd'hui, avec la grille de lecture que j'ai, je me dis, mais oui, mais quelle est l'autre possibilité, quelle est l'autre alternative? On est obligé de jouer le jeu, on est obligé de sourire sur un plateau télé. Mais à l'époque, j'aurais certainement réagi autrement parce que ces grilles de lecture qui existaient, hein, les théories de la domination masculine, elles ne datent pas de MeToo en 2017.
Mais voilà, elle ne serait pas arrivée jusqu'à moi et clairement, je n'aurais pas réagi de la même façon. Alors j'aimerais qu'on avance en évoquant finalement le contentieux, entre guillemets, avec Arthur, en tout cas la guerre que d'une certaine manière déclarée Arthur en essayant de rendre invisible cette compilation d'images qui justement fait sens, parce que sur YouTube, il y a, en fait, en France, il y a ce qu'on appelle le droit de courte citation. Quand vous développez un propos, vous pouvez citer d'autres personnes pour étayer votre propos, tant que c'est pas du plagiat pur. Alors sur des plateformes comme YouTube, c'est plus compliqué. Il y a plein d'outils qui ont été créés justement pour faire face aux revendications de droits d'auteur, parce qu'au début, tout le monde publiait tout ce qu'il voulait sur YouTube. Et d'une certaine manière, il y a un certain nombre d'outils très techniques, très technologiques qui sont utilisés. Et c'est ça qui est intéressant. On utilise des outils techniques pour pouvoir finalement arriver à un résultat politique, c'est-à-dire l'invisibilisation et une forme d'impunité pour nous-mêmes. Oui, absolument. Il y a deux choses par rapport à ce que tu viens d'écrire, Théophile. La première, c'est que des extraits de 6 secondes ont été dénoncés à YouTube. 6 secondes, on ne peut pas être plus dans la courte citation. La première vidéo, elle a réellement été censurée par Action Humaine. Je n'ai aucun doute là-dessus. Elle est restée en ligne pendant 4 jours et demi avant de sauter. Mais là où tu as raison, c'est que... Il faut déjà expliquer, c'est-à-dire que a priori, quand vous postez une vidéo, si vous postez un clip de Michael Jackson sur votre chaîne YouTube, vous n'aurez même pas le temps de le diffuser, qui sera censuré algorithmiquement par des machines, parce que les robots de YouTube sauront, parce qu'ils ont emmagasiné des vidéos, que ces vidéos-là ne sont pas à vous. Et donc, ça, ce n'est pas dépendant de la volonté d'une personne. En revanche, il peut y avoir une action humaine a posteriori, parce qu'il y a un outil qui s'appelle Copyright Match Tool, qui permet de savoir qui a utilisé vos extraits. Et donc, vous pouvez dire, ça, je demande qu'il soit censuré, ça, je demande à parler avec l'auteur, etc. Donc, c'est une action humaine, et l'action humaine est la preuve d'une volonté politique. Par exemple, aux médias, on a eu beaucoup de problèmes avec Quotidien, qui de manière humaine, nous censurait régulièrement, Quotidien du groupe TF1, par inimitié. Et par exemple, à un moment donné, ils ont même censuré des images qui n'étaient pas eux, mais qui étaient à l'Assemblée nationale, etc. C'est-à-dire, il y a deux choses qui sont importantes à signaler en continu. Oui, et puis Quotidien qui base le contenu de ses émissions sur l'utilisation d'images pour faire de la critique média. Et donc voilà, effectivement, donc il y a probablement une personne, c'est absolument certain, une personne humaine derrière la censure de la première partie de la vidéo. Mais là où ce que tu dis est très juste, c'est que j'avais publié la deuxième partie de cette vidéo qui était divisée en 2, mais elle était non répertoriée. Pour expliquer aux personnes ce que ça signifie que personne ne peut la voir à part moi. Donc elle n'est pas publique, personne n'en connaît l'existence. Et cette vidéo a également été censurée avant même qu'elle sorte. Et ça, c'est l'utilisation, effectivement. Alors c'est probablement parce que du coup, toutes les images d'apprendre ou à laisser ont été, j'imagine, mises sous licence entre-temps pour qu'elles ne soient plus utilisées. Et donc il y a eu 2 vagues finalement de censure de la vidéo. Une action humaine qui a demandé à ce que la vidéo ne puisse plus être plateformée sur YouTube. Et la deuxième, ça a été automatique, en revanche. Effectivement. Parce que pour prendre des précautions, pour éviter que ça arrive, ils ont comme protégé toutes les images. Les preuves de leur forfait ont été protégées. Oui, mais alors, comme je disais au départ, c'est-à-dire que le problème, c'est que ces images sont déposées auprès de l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel, donc c'est quasiment un bien public, donc c'est assez surprenant qu'ils aillent dans cette direction-là, de faire interdire quasiment des images publiques, même si effectivement il y a un droit de propriété. Comment tu vis cette espèce d'arrogance, d'impunité qui permet comme ça de supprimer, alors qu'ils... On va être humble, toi et moi. Si c'était passé, alors ça aurait tourné un moment, puis ça aurait disparu. Là, il est en train de préparer un effet Streisand, ce qu'on appelle l'effet Streisand, c'est-à-dire que plus on veut censurer, plus c'est diffusé. Et comment tu traduis à la fois cette impunité et à la fois le fait qu'ils n'aient pas réalisé que... parce que nous sommes quelques journalistes en contact en ce moment à ton propos sur cette affaire, parce qu'on se dit qu'il faut une riposte. Comment tu comprends qu'ils puissent à ce point-là s'avancer et se pratiquer une censure qui va peut-être, j'aimerais avoir ton avis, le desservir?
Plusieurs hypothèses. La première hypothèse, c'est Arthur ne comprend pas ce qui lui est reproché. Ça, c'est la première hypothèse, et donc vit ça comme une injustice ou comme une violence. La deuxième hypothèse, c'est Arthur comprend très bien ce qui se passe et il protège effectivement son image. Comment je le vis? Je ne l'ai pas si mal vécu que ça, parce qu'on avait envisagé avec les camarades avec qui j'ai travaillé cette censure. On l'avait envisagé. Il y a quand même eu Serfia sur Twitter qui a perdu l'utilisation de son compte pendant une demi-journée parce qu'il avait diffusé ces extraits. Donc si ils s'en prennent à des personnes qui travaillent, des journalistes, entre guillemets, ils se disent pas journalistes, mais vous voyez ce que je veux dire sur Twitter, je me doutais bien que cette vidéo pouvait sauter. La seule chose que je me suis dit, c'est ça renforce deux choses. Premièrement, ça renforce mon intuition qu'il y a quelque chose à raconter, que c'est nécessaire, parce que même si Arthur ne veut pas qu'on le raconte, il faut quand même qu'on le dise. Et la deuxième chose, c'est que ça conforte quelque part les théories que j'utilise dans mes vidéos, mais que les féministes ont mises au point et ont réussi à développer année après année, sur le fait que dans la notion de domination masculine, il y a cette notion d'impunité. Et la notion d'impunité, elle est importante. Il faut la construire, déjà pour pouvoir justifier de certaines actions qu'on pourrait justifier de non morales, comme faire des allusions sexuelles sur un plateau, etc. Et ensuite, pour se protéger. Donc, quelque part, ça m'a conforté, finalement, que dans l'idée que les outils que j'utilise pour comprendre les rapports de domination entre les hommes et les femmes sont tout à fait validés. C'est plutôt une confirmation. Je ne l'ai pas mal vécu. Bon, voilà, ça me redonne des heures de travail encore pour pouvoir ressortir cette fois-ci une troisième version de la vidéo. Mais bon, voilà, ça c'est qu'on va suivre évidemment. Dans toute cette chronologie d'images qu'on peut voir depuis le début de cette chronique, on voit que il va approcher ses lèvres des lèvres des candidates. Il va, y compris les embrasser. Il va s'approcher de leur corps, de leur poitrine. Il va tirer sur des ficelles de leur soutien-gorge. J'ai compris. Comment tu expliques cette chronologie? Parce que on pourrait imaginer qu'il va sauter, comme je le disais, il va sauter d'un coup sur les candidates à chaque fois de manière récurrente, mais en fait, c'est pas exactement l'impression qu'on a en voyant ton travail par rapport à ça, à cette litanie. Tu as entièrement raison de le préciser. Le travail que j'ai fait n'est pas un travail à charge contre Arthur, c'est une évidence. J'explique un petit peu comment chronologiquement on peut en arriver parfois à se faire toucher les fesses ou à toucher en direction de la poitrine ou à l'embrasser. Mais il y a aussi un système à analyser. Et donc, pour répondre du coup à ces deux questions, très souvent dans les émissions, au début de l'émission, quand une candidate est sélectionnée à condition qu'elle soit jeune et jolie, parce qu'il ne le fait pas avec des candidates qui échappent un petit peu aux stéréotypes de la beauté, donc qui ne sont pas minces ou qui sont âgées, il va tout de suite soit danser avec elle, soit la porter dans ses bras, soit les embrasser, etc. Il y a une réduction de la distance rapide. Et puis pendant les émissions, il y a des allusions sexuelles, beaucoup. Dans les épisodes que j'ai pu regarder, dans lesquels j'en ai le moins noté, j'en note quand même 5 ou 6, et puis ça va parfois jusqu'à 50 occurrences dans un épisode. Ce qui crée une sorte d'ambiance, de climat. Puis ensuite, il y a un rapprochement qui est très souvent fait dans les situations un petit peu de fragilité des candidates, au moment où elles doivent décider, quand elles ont le banquier au téléphone, pour rappeler le principe de l'émission très rapidement. Vous avez 22 boîtes avec 22 sommes croissantes qui vont de 1 centime d'euro à 1 million d'euros. Et vous allez, une à une, tour à tour, faire ouvrir une boîte qui va révéler le montant que vous n'allez pas gagner. Vous repartirez avec le montant qu'il y a sous la dernière boîte, que vous ouvrirez en dernier. Et donc, quand il y a pas mal de moments de tension, là, Arthur se rapproche et il devient tactile, il met la main autour de l'épaule. Une espèce d'abus de faiblesse. Voilà, alors abus de faiblesse, peut-être tout le mot est fort, mais en tout cas, probablement qu'on pourrait imaginer que dans d'autres circonstances, on ne les verrait pas, ces contacts-là. Ces contacts-là sont aussi facilités par ça. Et puis, une fois que tout ça est mis en place, on l'a prise dans les bras au départ, on a réduit la distance, on fait des allusions sexuelles, on se rapproche. Mais en fait, c'est plus facile. C'est ça que j'essaye d'expliquer en vidéo. C'est plus facile de faire accepter, de dire à une candidate, touchez-moi les fesses, ça va vous porter chance. Et puis, c'est plus facile de demander un baiser, etc. Mais si on s'arrête, je pense, à l'analyse de la personne et qu'on se dit, en fait, voilà, Arthur, du coup, est problématique, je pense qu'on passe à côté de quelque chose d'important. C'est que ce qui s'est passé sur le plateau ne définit pas qui est Arthur. Peut-être qu'Arthur est charmant à l'extérieur. Mais il faut s'intéresser à comment ça se fait que sur le plateau, l'animateur s'est permis ça. Et quand on réfléchit à ça, on se dit, oui, mais il y a un casting qui a été fait, qui a probablement été sous-traité, qui est allé chercher des candidates qui ressemblent à ça. Et puis, il y a des habilleuses qui vont choisir la façon dont on va les habiller. Il y a des maquilleuses également. Il y a un cadreur qui va choisir qu'est-ce qu'on montre quand on présente des candidates. Est-ce qu'on va filmer les hanches? Est-ce qu'on va filmer la poitrine, etc. Puis, il y a un montage aussi. Et donc, en fait, quand on réfléchit à ça, on se dit, mais en fait, c'est tout un système dont Arthur fait partie, je ne le nie pas, mais c'est tout un système qui est organisé
pour représenter finalement des candidats et des candidates qui sont dans un réel besoin financier pour la quasi-totalité d'entre eux, et qui permet petit à petit justement de voir ces comportements que moi je qualifie de problématiques se développer petit à petit. C'est tout ce système qu'il faut interroger. La télévision a une puissance qui fait que le même Arthur, dans la rue, ne pourrait pas aller voir une inconnue et lui dire « touchez-moi les fesses », ça n'arriverait pas. Oui, mais quelque part, Stéphane, il est question de système, mais il est également question de pouvoir. L'habilleuse ou la maquilleuse, ou même peut-être la boîte de prod, a des fois moins de pouvoir que l'animateur-producteur, parce qu'il y a cette question d'incarnation à la télévision, et celui qui incarne, c'est celui qui fait de l'audience, donc qui rapporte des recettes publicitaires, et cette dérive en entraîne d'autres. Ces derniers mois, depuis le 7 octobre 2023, Arthur a été régulièrement accusé d'appeler des dirigeants de médias pour faire pression sur ces médias pour disons, ou alors pour dans des contextes de pression sur des politiques. On a parlé d'Irima Assal, on a parlé de certains présentateurs de télé dont Arthur avait juré la perte. Donc c'est quand même un continuum. Il y a la question du système, mais aussi la question du pouvoir de celui qui le détient et qui est peut-être tenté d'en abuser, non ? À l'évidence, de toute façon, on ne peut jamais déresponsabiliser la violence de l'individu sous prétexte qu'on essaie de comprendre la façon dont la société permet cette violence-là. Donc là, je suis entièrement d'accord avec toi. Je ne sais pas quel était le pouvoir d'Arthur en 2004 parce qu'il sortait de la radio, il sortait de Fun Radio, il avait fait quelques télévisions sur TF1 dans les années 90, il y a les enfants de la télé. Je ne sais pas quel était son pouvoir, mais c'est une évidence que quand on incarne le présentateur, on incarne une figure d'autorité puissante, ça c'est certain. Bien évidemment que le banquier, qui est l'antagoniste de l'histoire, est un partenaire d'Arthur et que tout ça est mis en scène et qu'il y a probablement des choses qui sont mises en place pour créer de la dramaturgie à l'écran, pour rajouter du coup ce côté de domination. Donc ça, je veux bien le croire. Juste pour revenir sur ce que tu as dit, Théophile, parce que évidemment, je vais pas me cacher, je me suis exprimé à plusieurs reprises sur le massacre qui a en cours à Gaza. Je connais les prises de position d'Arthur, effectivement, au sujet de ce qui est en train de se dérouler. J'ai choisi vraiment de ne pas du tout aller sur ce terrain-là pour deux raisons. La première, c'est que je suis allé sur les réseaux sociaux d'Arthur et Arthur subit une vague d'antisémitisme mais écœurante et épouvantable. Voilà, donc je voulais surtout pas relancer ça. Et puis surtout, je voulais surtout pas ramener la question de la violence qu'on voit sur ces émissions à de la judéité. Ça n'a strictement aucun rapport. Oui, non, je ne parle pas de ça non plus. Je parle du fait que dans n'importe quelle situation, aujourd'hui, en 2025, 2024, 2025, un animateur producteur de télévision est un homme de pouvoir. Mais pour autant, pardon, je me permets Théo, mais pour autant, tu as subi des accusations d'antisémitisme. Oui, alors pas par Arthur indirectement, bien évidemment. Bien sûr. Mais oui, c'était une des principales critiques que j'ai pu recevoir, c'est que j'avais choisi cette cible par antisémitisme. Effectivement. Ce qui est a priori, ne serait-ce que par rapport à ton histoire personnelle, délirante. Oui, alors c'est sûr que du coup, de côté de ma famille maternelle, malheureusement, on a eu quelques déportations qui ont abouti à des décès, effectivement, parce que j'ai la famille juive polonaise. Et puis surtout, une des choses qu'on apprend rapidement quand on se forme sur la question des violences masculines, c'est qu'elles n'ont pas d'âge. Les agresseurs n'ont pas d'âge. Ils peuvent être jeunes, ils peuvent être âgés, ils peuvent être blancs, ils peuvent être noirs, ils peuvent être catholiques, ils peuvent être juifs, ils peuvent être musulmans, ils peuvent être athées, ils peuvent être riches, ils peuvent être pauvres. Il faut très rapidement sortir de cette idée qu'il existe un portrait type de l'agresseur. Et donc c'est pour ça que sur la chaîne, il m'arrive, effectivement, quand j'ai parlé de l'affaire Gérard Miller, sur la chaîne en détail, il se trouve que Gérard Miller est juif, c'est vrai. Mais quand j'ai parlé de l'affaire Taha Bouaf, il se trouve que Taha Bouaf est musulman. Et finalement, qu'est-ce que ça dit ? Ça dit simplement que les féministes ont raison. Il n'y a pas de portrait type de l'agresseur. Et cette volonté, du coup, de dire « Ah oui, mais si vous attaquez le comportement d'Arthur », et du coup, c'est ces personnes-là qui le ramènent à sa judéité. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vois très bien. On l'a dénoncé ici à plusieurs reprises, à savoir qu'on essentialise, y compris les gens qui sont censés combattre l'antisémitisme, essentialise, notamment je pense à Frédéric Aziza et d'autres, ou Raphaël Enthoven, essentialise des gens en fonction de leur... Alors moi, je dirais, je le dis souvent d'ailleurs, de leur confession présumée, parce qu'on ne sait même pas s'ils sont croyants ou pas croyants finalement. C'est ça qui est encore plus terrible. On ne sait pas si ce garçon est croyant, Arthur, ou pas croyant, je ne sais pas. Mais non, c'est tout à fait terrible. Et comme tu disais, Théophile, je veux dire, c'est pas Arthur
de confession juive qui a reproduit ses comportements sur un plateau. C'est Arthur, producteur d'une émission, qui a du pouvoir. Mais on aurait pu faire la même chose, et pour terminer, ce sera ma dernière remarque, c'est on pourrait faire la même remarque avec DSK. DSK, j'ai pas le souvenir, en 2011, donc c'était, j'ai pas le souvenir qu'on ait parlé d'antisémitisme. Enfin, en tout cas, il y avait une caste qui défendait DSK en disant que c'est pas possible, notamment Valls disait je le connais bien, c'est pas possible, il a pas pu faire ça et compagnie. Mais j'ai pas le souvenir. Ou Jean-François Kahn, qui avait parlé des détroussages de... Non, j'ai pas le souvenir qu'on ait parlé d'antisémitisme vis-à-vis de DSK, sur le fait qu'on l'attaque parce qu'il est de religion, de confession, de culture juive présumée. Là, c'est clairement ce qui se passe avec Arthur, et ce qui pose problème aujourd'hui en 2025, enfin 2024-2025, c'est que on ramène, comme le dit Stéphane, à leur judéité présumée, des gens qui, en fait, sont pointés pour d'autres, et c'est pas effectivement, c'est pas on les pointe pas de manière personnelle. Simplement, c'est une attitude, un comportement qu'il a pointé. Donc, on va suivre évidemment avec grand intérêt la suite des événements. On va voir comment on va pouvoir travailler ensemble. Alors ensemble, je veux dire avec les confrères et les consoeurs avec qui nous sommes en réseau, parce que c'est quelque chose qui me paraît professionnellement problématique de pouvoir comme ça agir sur des images qui sont, comme je le redis, tombées dans le bien public. Pour conclure, et puis après je laisse la parole, ce qui m'intéresse, c'est pas du tout qu'Arthur soit sanctionné à la télévision, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on comprenne collectivement comment fonctionnent justement ces structures de pouvoir et comment la télévision peut les amplifier pour que ça ne se reproduise plus. C'était toute l'ambition de ces épisodes. Merci beaucoup Stéphane. Merci à vous. Mourad. Merci. Et c'est désormais le moment des coups de cœur. Alors, mon premier coup de cœur, il n'y en a pas 18, je te rassure, et il va à Adsemtex. Alors, c'est un dessinateur. Alors, je suis pas... c'est un dessinateur qui nous suit, visiblement, de manière assez récurrente. Alors, je ne suis pas un gros consommateur de BD. J'en vois quelques-unes. Alors, il y avait Bourdieu la semaine dernière. Il y a eu plusieurs BD qui sont passés dans cette rubrique coup de cœur. Mais là, vraiment, Adsemtex, c'est tout à fait magnifique. C'est signé STPO. C'est aux éditions Lapin. Alors on va voir la jaquette. Donc c'est une BD en fait avec des strips de trois cases. C'est vraiment hyper drôle. Alors c'est de l'humour noir, mais comme je l'adore, c'est politisé. C'est un islamo-gauchiste, wokiste assumé. Et vraiment j'adore. Alors je le précise parce que je l'ai mis dans les mains de mon fiston, mon petit dernier qui a 12 ans, et il s'est vraiment marré. Il a adoré. Moi aussi, j'ai adoré. Alors surtout, il y a une super dédicace avec un dessin magnifique qui nous représente indirectement Théo et moi, vraiment extraordinaire. Il est en plus hyper abordable, il est à un tout petit peu plus de 10 €. C'est Adsemtex, donc c'était aux éditions Lapin, et je vous le conseille très vivement en cadeau ou pour vous-même. C'est donc signé STP. L'autre chose, c'est un dessinateur qui s'appelle Pipo et qui a fait un superbe dessin en hommage à Nathalie Saint-Cric. Waouh! Alors, Nathalie Saint-Cric, c'est le fameux, vous savez, le fameux petit papier qu'elle a montré, qu'on avait dévoilé ici, le petit papier Jean-Luc Mélenchon, un problème. Et puis, le hasard fait que, au cours d'un reportage, d'une recherche sur un plan qui s'est passé, un plan social qui s'est passé à Courtepaille, la chaîne de restaurants populaire, je suis tombé sur un certain nombre de messages assez touchants, je trouve, c'est-à-dire qu'on avait des jeunes des ados qui disaient par exemple sur les réseaux sociaux, waouh, samedi ma mamie va m'emmener chez Courtepaille, elle était trop contente, pour elle c'était un événement, et je trouve ça extrêmement touchant. Et effectivement, le hasard fait qu'il y a une équipe de Courtepaille dont on va voir les visages ici, d'Orléans, et qui sont en fait, dont plusieurs membres suivent notre émission de manière récurrente, et c'est vrai qu'ils sont super accueillants, super sympas, et effectivement il y a dans ces endroits-là qu'il ne faut pas, je pense, mépriser. Il y a une espèce de microcosme comme ça de gens qui sont des familles, qui sont des gens, des retraités. C'est toujours hyper agréable d'être dans ces milieux-là, parce que c'est pas monochrome, c'est pas des gens de la haute et compagnie, et il faut pas vraiment, je le dis très sincèrement, il faut pas mépriser ces endroits où on passe des moments conviviaux qui sont accessibles et qui disparaissent malheureusement de plus en plus. Donc je les salue très chaleureusement. Alors cette semaine, et je rappelle Théo, avant que tu ne bondisses, que la semaine dernière il n'y a pas eu de remerciements, ok? Donc
Je vais devoir faire ceux de la semaine dernière, mais ça va être rapide. Je tiens à remercier Guylaine Massoni sur Twitter, ainsi que Humaniste Furieux alias Yves Delugan. Il y a également Nicole Odera, Adjid Djad, Sabrina Saboum, avec 2 O et un M, GG Bobo 33, Hervé 1984, Véronique Ndiaye, User avec un Z, Christophe de Lille, pas de Lille vraiment, en fait, de Oisem. Quand on est de Oisem, on n'est pas spécialement de Lille. Philippe, un cycliste, pianiste, cordon bleu de Paris 19e. Il y a des spécialités et des profils particuliers qui nous suivent. Sofiane de Maison-Alfort. Antoine d'une station de radio à Caen qui s'appelle Station B et d'ailleurs qui souhaite me recevoir, donc on parlera critique média chez eux également. Manu de Campus Orléans, Philippe d'Orléans également. Et ça, alors là je les ai rencontrés il y a 2 heures. Sarah du Pays de Galles, Grégoire de Paris et Rudolf d'Autriche qui est compositeur de musique contemporaine grand public et qui sont venus à ma rencontre pour me dire que ils appréciaient à peu près l'œil de Moumou. Merci Mourad et merci Stéphane. Merci à vous d'avoir regardé l'œil de Moumou sur la chaîne YouTube du Média, sur notre site internet ou encore sur le canal 165 de la Freebox. Sur Molotov et également, on rappelle que le Média, votre Média, ne vit que des abonnements et des dons de celles et ceux qui le regardent et qui l'aiment. Si vous le pouvez, donc allez sur le mediatv.fr/soutien et donnez-vous de la force, restez connectés aux médias.